Le professeur Berrah va nous parler des facteurs de risque cardiovasculaire et prévention. À vous, monsieur le professeur. C'est lui qui est en train de... D'accord. Bien, en attendant que ça vienne, mesdames et messieurs, chers collègues et amis, bismillahirrahmanirrahim, salam salam ala sayyidina Mohamed. Moi, je suis ravi de revenir à chaque fois ici à Achlef. J'y étais il y a quelques semaines pour un tout autre thème. Et donc, les organisateurs m'ont demandé de vous parler de risques cardiovasculaires. Voilà, je pense que ça devrait venir. Bon, sinon je vais faire... comme on dit, a cappella, donc je vais chanter sans orchestre et puis sans support. Bien, ben voilà, et le miracle, le feu. Donc, parler des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire parler du risque cardiovasculaire et de son évaluation. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que la santé est un drôle d'équilibre, c'est un puzzle où il y a plusieurs intervenants pour toutes les affections, des facteurs de risque, ce qu'on appelle facteurs de risque, et des marqueurs du risque, ce n'est pas du tout la même chose, des déterminants de la santé qui n'ont rien à voir avec les facteurs de risque, qui sont par exemple les revenus, le niveau socio-culturel, le logement, les systèmes de santé, les choix politiques, et enfin la génétique et l'environnement. Alors tout ceci, ça se mélange et ça nous donne un tableau comme celui-ci, une aquarelle où on voit la quote-part de la mortalité qui revient à chacune des affections. Et donc vous voyez que la part du lion, bien sûr, revient au... voilà, ça marche. En maladie cardiovasculaire, donc cette tache orange qui prend la plus grosse partie de cette répartition des couleurs, bien avant les cancers et les autres affections. Alors pourquoi les maladies cardiovasculaires sont toujours en pole position? Eh bien, tout simplement parce que elles ne surviennent pas d'accord par hasard, mais elles ne préviennent pas toujours. Et pour être victime d'un événement cardiovasculaire, qu'il soit coronarien, neurovasculaire ou artériel périphérique, il faut au préalable aller au marché. Et aller au marché pour récolter des facteurs de risque. Donc c'est la compilation des facteurs de risque qui fait qu'on passe un jour ou l'autre à la caisse pour payer soit en cellules myocardiques, soit en cellules neuronales, soit en cellules digestives ou périphériques. Et puis, ce que vous avez dû constater, c'est un problème universel, c'est que la population devient de plus en plus âgée, donc elle passe souvent au marché et elle récolte de plus en plus de facteurs de risque, et ces facteurs de risque sont de plus en plus nombreux. Alors, on en comptabilise des centaines, avec certains qui sont un petit peu caricaturaux, comme le fait, par exemple, de naître avec un faible poids de naissance ou un poids de naissance trop élevé, le fait de ne pas faire la sieste, de ne pas avoir bénéficié de l'allaitement maternel, et j'en passe. Donc, il y a plusieurs centaines de facteurs de risque. Ceci dit, quand on a un crime et qu'il y a plusieurs coupables, comme ici, disons, allez, 200 coupables, vous pensez bien que la responsabilité ne peut pas être partagée à part égale entre les 200 coupables. Il y a manifestement pour ce crime quelques coupables qu'on doit identifier. Ben, quels sont-ils? Ben, ce sont les 10 facteurs de risque cardiovasculaire classiques que tout le monde connaît, ceux qu'on ne peut pas modifier, même si on fait de la chirurgie esthétique, même si on fait de la lumière LED, même si on fait ce que vous voulez.
C'est l'âge, le sexe, l'ethnie et bien sûr le génome, l'hérédité. Par contre, les 6 sur lesquels on peut agir sont ceux qui sont là, le tabac, l'hypertension artérielle, le cholestérol, etc., que vous connaissez. Et nous allons voir quel est l'état des lieux de la prévention cardiovasculaire. Alors, chaque année, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a un comité à Manhattan qui se réunit pour parler des maladies non transmissibles. Il est toujours dirigé par une dame qui s'appelle Thea Collins. Et voilà ce qu'elle disait, cette dame-là, où elle écrivait dans son rapport, qui était adressé au chef d'État. Qu'est-ce qui tue ? Qu'est-ce qui explique 60% de la mortalité à l'échelle planétaire? Et 60% de la mortalité à l'échelle planétaire qui touche, tenez-vous bien, dans 80% des cas, les pays à revenus bas ou intermédiaires. Nous, on était classés dans les pays à revenus intermédiaires. Les 4 causes à l'origine des 60% des décès, les voilà, tout simplement. Le tabac, l'alcool, l'alimentation et l'exercice. Et quand on dit tabac, alcool, alimentation et exercice, vous voyez qu'on est en amont des facteurs de risque que nous connaissons. C'est-à-dire que ces facteurs vont expliquer d'autres facteurs. L'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète, etc. Nous le savions, vous le saviez déjà avec Salim Youssouf, qui est l'un des plus brillants épidémiologistes en cardiovasculaire et qui est, comme vous le savez, canadien, même si son nom ne l'indique pas, dans l'Institut Hamilton, 2 brillantes études qui nous renseignent sur la capacité de nuisance de chacun des facteurs de risque. C'est Interheart pour le cœur et Interstroke pour les AVC. Ces 2 études nous permettent de dire, oui, ce sont les mêmes coupables qu'on retrouve pour les 2 grandes localisations de l'athérothrombose. Par contre, leurs risques attribuables, c'est-à-dire leur capacité de nuisance, ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'hypertension artérielle, c'est beaucoup plus d'AVC que d'infarctus du myocarde. Le cholestérol, c'est beaucoup plus d'infarctus du myocarde que d'AVC, et ainsi de suite. Donc, il faudrait à chaque facteur de risque lui attribuer son rôle. Ça, c'est le premier des enseignements importants de ces 2 études. Le deuxième enseignement, c'est que vous avez remarqué que les patients n'ont pas qu'un facteur de risque. La plupart du temps, ils en ont beaucoup. C'est ce que j'appelle aller au marché et faire ses courses de facteurs de risque. Et le fait d'en avoir beaucoup, quand on les ajoute, tenez-vous bien, leur capacité de nuisance ne s'ajoute pas. Ils se multiplient. C'est-à-dire qu'un facteur de risque plus un facteur de risque chez un même malade, ça ne fait pas 2 capacités de nuisance. Ça fait plus que 2 capacités de nuisance. Donc, l'effet délétère, l'effet de nuisance, la culpabilité, ça ne s'ajoute pas, ça se multiplie. Autre constat important de par le monde, un constat universel, on a une tendance fâcheuse à ne pas contrôler ces facteurs de risque. Le pourcentage de patients qui n'atteignent pas les objectifs, quel que soit le facteur de risque que vous prenez en charge, est terriblement élevé, tout particulièrement pour l'hypertension artérielle et pour le diabète. Et ceci expliquant cela, voilà ce qui se passe dans un registre que vous devez connaître, puisque je pense que j'ai eu l'occasion de le présenter, le registre REACH. C'est que dans le registre REACH, quand vous voyez les patients qui ont été victimes de quelque chose, qui ont payé un infarctus du myocarde, en AVC, en artériopathie, vous voyez qu'un certain nombre d'entre eux, beaucoup, nombreux d'ailleurs, sont porteurs de facteurs de risque. Quand on prend par exemple l'hypertension artérielle, ça ne peut pas être le fruit du hasard. 80% des victimes d'un événement athérothrombotique sont athérothrombotiques, sont plutôt hypertendus. Donc ça ne peut pas être le fruit du hasard, et la même chose pour le cholestérol, etc., etc. Donc vous voyez l'importance d'avoir cette vision des facteurs de risque, et compte tenu du fait que nous médecins, nous sommes régulièrement confrontés à cette problématique, alors se pose la question de savoir est-ce que nous maîtrisons ces concepts. La question a été posée à des médecins. Qu'est-ce que vous pensez des différents facteurs de risque et d'après vous, comment vous allez les classer selon leur capacité de destruction, de nuisance? Regardez les résultats. C'est des médecins qui répondent. Vous voyez, c'est assez quand même surprenant. Vous voyez que l'hypertension artérielle, l'hypertension artérielle, 18% seulement de médecins qui disent que c'est un facteur de risque cardiovasculaire à prendre en charge
en priorité. Ça veut dire qu'il y a manifestement un problème en nous, médecins, dans la stratification des capacités de nuisance de chacun des facteurs de risque. Et puis, regardez, le cholestérol, il n'y a que 6%. Le manque d'activité physique, tiens, la sédentarité, il n'y a que 4% de médecins qui pensent que la sédentarité, c'est pas bon. Bon, des médecins. La même question a été posée à des malades. Comment vous percevez les facteurs de risque et qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, là aussi, les patients ont leur vision des facteurs de risque. Le diabète, par exemple, n'est pas considéré par les patients comme un facteur de risque. Il n'est même pas cité. Le diabète, l'un des plus grands tueurs. Et donc, vous voyez que pour rétablir tout ça, il faudrait qu'on apprenne à parler le même langage. Et parler le même langage, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à évaluer le risque. Alors, pourquoi évaluer le risque? D'abord, c'est pour oublier cette façon de faire qui est Einek et Mizenk. Donc, pas de jugement subjectif. Il faut qu'on parle le même langage. Et puis, ça permet aussi de montrer au patient que quand on agit sur certains paramètres, on va lui changer son niveau de risque cardiovasculaire. Cette façon de faire a un double intérêt pédagogique, parce que c'est une vision globale du risque et non pas dissociée, facteur par facteur, et puis aussi thérapeutique, parce qu'elle va arbitrer les modalités thérapeutiques, ce qu'on va donner et quels objectifs. Je passe rapidement sur les types de risques, vous les connaissez. Grosso modo, il y en a plusieurs, relatif et absolu. Relatif, c'est l'excès ou le défaut de risque. Ça peut être aussi un défaut de risque. D'incidence d'un événement dans une population par rapport à une autre. Donc, il y a une comparaison. Par contre, pour l'absolu, c'est le risque pour une personne donnée d'être victime soit d'un décès, soit d'un événement dans les 10 ans, les 20 ans ou les 30 ans. Le problème, c'est de savoir qui et quand. Qui, c'est-à-dire que lorsque vous avez plusieurs facteurs de risque, comme ici, vous ne savez pas qui va attaquer le premier. Vous ne savez pas, peut-être qu'il y en aura plusieurs qui vont attaquer en même temps. Et à quel moment? Donc il y a autant de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Et puis, pour la petite victime, vous ne savez pas quel va être l'état lésionnel. On ne sait pas si en attaquant, vous allez avoir un infarctus, un AVC, un infarctus mésentérique, etc. Voilà la problématique du risque cardiovasculaire. Et donc, comment l'évaluer? Eh bien, comment l'évaluer? Il n'y a pas de place à, comme je l'ai dit, au charlatanisme. Hein, qu'on ne va pas dire, ah, je vais deviner, laissez-moi réfléchir, je ferme les yeux et je vais trouver. Il n'y a pas de pli. On peut maintenant jouer. On peut, en se regardant ou en regardant vos voisins, vous allez chercher ce pli, le signe de Clark, qui est le pli diagonal de l'obus de l'oreille, qui traduit un risque cardiovasculaire très élevé. Et maintenant que je vous le montre, regardez les photos des personnalités politiques. Vous allez voir que beaucoup de personnalités politiques, y compris les nôtres, ont ce pli. Et donc, ce pli-là traduit, je passe sur la physiopathe parce que je n'ai pas le temps, mais il peut être stigmate et le reflet d'un niveau de risque vasculaire, cardiovasculaire élevé ou très élevé. Donc, on oublie le signe de Clark, on va apprendre à évaluer le risque. Comment on évalue le risque? Il y a plusieurs méthodes. Soit la sommation, comme les bûchettes, 1, 2, 3, et on va compter tous les facteurs de risque. Le problème avec cette façon de faire, c'est qu'elle est binaire, c'est-à-dire c'est présence ou absence du facteur de risque. Mais vous ne les pondérez pas. Je veux dire par là, quelqu'un qui a 3 grammes de cholestérol, vous le mettez au même niveau que celui qui en a 10. Ça, c'est un problème. Deuxième façon de faire, c'est la modélisation. Ce sont les équations. On va les voir, elles sont nombreuses. Chaque pays, on a, quand je dis chaque pays, pas le nôtre, bien sûr. Puis, il y a la biologie, l'imagerie. Bon, il n'y a pas de consensus pour dire quelle est la meilleure façon d'évaluer le risque cardiovasculaire. Voilà une, vous la reconnaissez. C'est une des équations, c'est celle de Framingham. C'est comme ça, donc vous voyez qu'elle est très compliquée. Et ces équations sont faites par des pays pour ces pays, en fait. Framingham a été faite dans un petit village près de Boston, d'Américains d'origine irlandaise, protestants, et alors on veut les transposer au reste du monde. Ben, au reste du monde, quand on les transpose, on sous-estime ou on surestime le risque. Et c'est pour ça que certains pays qui ont accepté de les appliquer, les recalibrent pour les appliquer. Alors je vous rassure, nous, on n'a rien recalibré, il n'y a rien à recalibrer. Donc voilà, il y a plusieurs, alors ce sont donc des équations qui sont adaptées pour des pays, qui ont été faites pour ces pays compte tenu de la prévalence des facteurs de risque, du risque attribuable de ces différents facteurs de risque et puis de la prévalence des maladies cardiovasculaires.
Alors, il y a des choses intéressantes dans ces équations, c'est qu'elles comparent le risque du patient par rapport à un risque idéal. Sur le plan pédagogique, c'est intéressant pour le malade, il comprend. Sur le plan pédagogique, il comprend aussi quand vous lui calculez son risque, et puis vous lui enlevez certains facteurs de risque. Donc, il est par exemple fumeur, il a du cholestérol, il est diabétique, vous lui enlevez le tabac, vous faites baisser le cholestérol et l'HbA1c, et puis tiens, par miracle, il voit qu'il change d'étage, il change de niveau de risque. Et puis, il faut choisir aussi, si vous êtes un adepte, très peu le sont en Algérie, parce que ce n'est pas dans notre culture, il vaut mieux peut-être choisir le Framingham que le score, parce que, comme tout patient, même nous médecins, on est beaucoup plus, entre guillemets, interpellés quand on parle de 20% que de 5%. Quand vous dites à quelqu'un, vous avez un risque de 20%, il dit 20%, c'est quand même beaucoup. 5% dans une autre équation qui est score, et 5%, c'est pas beaucoup. Donc, il vaut mieux prendre les équations qui donnent des pourcentages élevés. Il y a aussi l'imagerie. L'imagerie ne sera jamais démocratisée. Ce ne sont pas des outils, parce qu'il y en a beaucoup qu'on peut généraliser à toute une population, mais à l'échelle des individus. Et puis, il y a aussi les biomarqueurs. La biologie, alors tout le monde connaît, on vous en a parlé. Dr Mélie vous a parlé des troponines. Il y a les biomarqueurs qui sont rentrés dans l'usage commun durant l'urgence. Troponine, D-dimère, BNP, pro-BNP, etc. Mais malheureusement, pour la chronicité, ils sont très nombreux et très difficiles à doser. Et puis même quand on est arrivé à les doser, il y a un problème de standardisation. On n'arrive pas à les standardiser, et pourtant, vous voyez qu'ils sont corrélés à plusieurs niveaux de l'évolution du processus athéromateux, de la naissance de la plaque jusqu'à sa déstabilisation. Est-ce que ça sert à quelque chose? Il y a une équipe qui a pensé à systématiquement évaluer ces biomarqueurs dans une population, 10 biomarqueurs qu'on appelle émergents, comme la CRP ultrasensible, etc., l'homocystéine, et puis comparer à une population qui n'a pas bénéficié de ça. Résultat des courses, en termes de décès, en termes de survenue d'événements cardiovasculaires, même pronostic, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien de pratiquer le dosage de ces biomarqueurs si, au préalable, vous n'avez pas sélectionné vos malades. Par contre, il suffit d'examiner ces malades, de leur réaliser un IPS pour avoir une meilleure idée de leur niveau cardiovasculaire. Et donc, c'est ce que j'appelle la renaissance du stéthoscope. C'est d'ausculter les axes vasculaires. Celui ou celle qui a un souffle carotidien, c'est un reflet extraordinaire de son niveau de risque cardiovasculaire, l'existence d'un souffle carotidien. S'il n'est pas l'irradiation, bien sûr, qui vient d'ailleurs, du cœur ou de la thyroïde, s'il est surtout systolo-diastolique, signe ou peut vous permettre de prédire la survenue d'un événement cardiovasculaire, pas obligatoirement un AVC. Pas obligatoirement un AVC, beaucoup plus que n'importe quel autre examen. Donc, palpons les pouls, auscultons les trajets artériels. L'IPS, la même chose, c'est un excellent reflet du niveau de risque cardiovasculaire. Un IPS perturbé, on vous a beaucoup parlé de l'IPS, et directement corrélé à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et globale, bien sûr. Et puis, il y a la sommation, donc on compte. Voilà pourquoi ce tableau de stratification du risque qui fait croiser plutôt la pression artérielle en horizontale et le nombre de facteurs de risque ou l'atteinte rénale ou cardiovasculaire en vertical est un excellent moyen, tout simple, d'avoir une idée plus ou moins précise du niveau de risque cardiovasculaire de vos patients. Le problème, parce qu'il y a, ou plutôt les problèmes, il y a des critiques. Les critiques, par exemple, c'est que ici, systématiquement, le diabète peut être imaginé par certains à un niveau de risque modéré. Et puis là aussi, vous voyez 2, 3 facteurs de risque, mais on ne vous dit pas quel est le poids de chacun des facteurs de risque. Le poids de chacun des facteurs de risque, ça veut dire que quand vous fumez une cigarette par jour, vous êtes tabagique. Et quand vous fumez toute une paille ou toute une botte de cigarettes, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes tabagique ou super tabagique ou hyper tabagique? Donc autant de choses qui font que nous avons à l'échelle de l'individu apprécié ces niveaux de risque. Récemment, il y a 8 sociétés qui se sont réunies pour revoir ces notions de risque. Il faut retenir les deux de gauche. Les deux de gauche, par exemple, le diabète seul, nu, sans aucun autre facteur de risque, est considéré comme un niveau de risque élevé. Si vous lui ajoutez quoi que ce soit, il est très élevé. Le problème, parce que là aussi il y a des problèmes, c'est que sont considérés comme un niveau de risque élevé tous les patients qui ont un marqueur du risque cardiovasculaire très élevé.
Le problème, c'est qu'on n'a pas défini ce que ça veut dire très élevé. On peut l'imaginer pour l'hypertension. Mais pour le cholestérol, on vous dit hypercholestérolémie marquée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est, vous voyez, autant de questions pour lesquelles les réponses ne sont pas univoques. Si vous prenez hypercholestérolémie marquée, les différentes recommandations de la NLA, les dernières américaines ACC/AHA, l'ESC 2011 donnent des chiffres tout à fait différents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Eh bien, il faut inverser la pyramide. Inverser la pyramide, je parle de la pyramide des médias. Qu'est-ce qu'on nous montre à la télé? Ben, tout le contraire de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Ben, parce qu'on prend une alimentation à forte valeur énergétique, alors que nous, on a besoin d'une alimentation à faible valeur énergétique et à forte valeur nutritive. Donc, au lieu de voir les spots publicitaires sur les céréales, sur les barres chocolatées, on aimerait qu'il y ait des spots publicitaires sur les légumes, les fruits, etc. Et puis, cette façon de faire cible les jeunes. Vous pensez bien, parce que les jeunes, ce sont les clients de demain. D'abord, ce sont les clients qui influencent les parents d'aujourd'hui, et ce sont les clients de demain. Et vous regardez ce que dit la directrice de marketing de Coca-Cola en 1996. Viser les jeunes, c'est assurer l'avenir de la maison. C'est faire vendre du Coca-Cola jusqu'à la fin des temps. Voilà ce qui se passe en Algérie et au Maroc, chez les jeunes, dans des enquêtes qui ont été faites dans les collèges et lycées. Un pourcentage de surcharge pondérale et d'obèses terrible, qui fréquentent les fast-foods de façon régulière, qui passent plus de 2 heures devant la télé et qui sont transportés, soit par les parents, soit par les transports scolaires. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Eh bien, il faut bien manger. Nous avons la chance d'être au sud de la Méditerranée. Le régime méditerranéen a été érigé en patrimoine culturel et immatériel de l'humanité pour tous les bienfaits qu'il apporte. Ces bienfaits sont nombreux sur la mortalité cardiovasculaire et non cardiovasculaire, sur d'autres affections, les maladies dégénératives. Et puis, dans cette étude assez sympathique et curieuse, selon le nombre de paramètres de constituants du régime méditerranéen, vous voyez que lorsqu'on en prend beaucoup, high score, on fait nettement moins de diabète que lorsqu'on consomme moins de produits du régime méditerranéen. Donc vous voyez que c'est une des rares façons de diminuer la prévalence du diabète, de couper l'herbe sur le diabète et l'hypertension artérielle. Aucun médicament ne sait faire ça, alors qu'une hygiène de vie sait le faire. La même chose pour le sel, il faut que là aussi les autorités s'y prennent, parce que voilà une enquête dans 17 pays qui montre qu'il n'y a que 10% de la population de ces 17 pays qui sont aux recommandations. Les médicaments, maintenant, il y a 2 grands médicaments pour la prévention du risque, les statines et l'aspirine. Les statines, on a une preuve que ça marche, tant en prévention primaire que secondaire. Le problème, c'est que ce n'est pas de la panacée, ce n'est pas un miracle. Et quand vous avez des statines, vous voyez, vous couvrez à peu près 30% du risque, mais il y a 60% qui échappent aux statines. C'est ce qu'on appelle risque résiduel, etc. etc. Et puis, on n'est pas égaux devant la maladie, que l'on soit blanc ou noir, que l'on soit femme ou homme. Et la preuve, vous connaissez cette étude sur les statines de l'HTA, dans l'HTA, l'étude ASCOT, HTA plus 3 facteurs de risque égale statine à partir de 40 ans. Tout ce qui est vert, c'est bénéfice, tout ce qui est rouge, c'est absence de bénéfice. Eh bien, regardez, donc vous voyez que c'est bien de prendre, quand on est hypertendu, une statine, lorsqu'on est tabagique, lorsqu'on est obèse, etc., etc. Mais quand on est une femme, ça ne marche pas. Les femmes ne bénéficient pas, du moins en prévention primaire, de l'apport des statines. Même chose pour l'aspirine. On n'est pas égaux quand on prend de l'aspirine, selon que l'on soit une femme ou un homme. Et quand on est un homme, le bénéfice c'est surtout cardiaque. Quand on est une femme, le bénéfice est surtout neurovasculaire. Voilà pourquoi certains remettent en question le bénéfice de l'aspirine en prévention primaire. En 2015, on a expliqué pourquoi. Parce que pour que l'aspirine soit bénéfique, je parle en prévention primaire, en prévention secondaire, blemziyetna. Prévention primaire, il faut avoir un minimum, il faut que le risque soit élevé. Si vous la donnez à quelqu'un qui a un niveau de risque faible ou modéré, ben, les effets secondaires sont plus importants que le bénéfice. Donc il faut au moins 6% selon Framingham. Et tenez-vous bien, voilà les 6 études qui ont été la base, le fondement, les fondations de la prévention primaire. Ce sont ces études qui nous ont permis de généraliser, et bien sur les 6 études, 4
n'aurait jamais dû avoir lieu compte tenu de ce que je viens de vous dire. Donc, si on devait résumer la prise en charge de risque cardiovasculaire, il n'y a pas mieux que l'hygiène de vie. C'est pour ça que j'imagine que vous dites souvent des phrases comme ça, je me prépare à aller courir. Et puis, comme il va pleuvoir, on va rester ici finalement. Et donc, je m'arrête ici finalement. Et je vous remercie.